Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette première de toute une série d'émissions consacrées à l'histoire de la Bretagne. Alors, nous allons découvrir ce lieu dans lequel nous sommes situés aujourd'hui et tout au long des émissions, d'ailleurs, ce sera notre point de chute. Nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Monnier, historien. Jean-Jacques Monnier, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez définir ce lieu dans lequel nous nous trouvons actuellement? Nous nous trouvons dans la médiathèque municipale de Lannion. Et cette médiathèque occupe les locaux d'un ancien monastère, le monastère Sainte-Anne, qui a fonctionné jusqu'au début des années 2000 et qui recouvrait également une maison de retraite et puis l'activité de religieuses hospitalières. Par la suite, les religieuses ont été obligées d'arrêter leur activité et ont cédé le bâtiment à la ville de Lannion, qui en a fait donc cette médiathèque magnifique parce qu'elle a à la fois un cadre ancien du XVIIe siècle et puis une activité extrêmement moderne avec des aménagements que l'on verra d'ailleurs au cours de ces séquences, des aménagements qui en font une des médiathèques les plus attrayantes de Bretagne. Jean-Jacques, en tant qu'historien, vous allez être notre guide tout au long de ces émissions. Nous allons parcourir ensemble un pan de l'histoire et des lieux bretons, c'est ça? Oui, donc à chaque fois on aura un lieu privilégié et puis à partir de ce lieu, on verra l'histoire du lieu. Et cette histoire du lieu nous racontera aussi l'histoire de la Bretagne. C'est une période assez particulière que nous allons évoquer aujourd'hui, la période dite de l'entre-deux, les années 30, un vrai foisonnement finalement artistique, Jean-Jacques. Le premier tiers du XXe siècle est marqué dans toute l'Europe par un foisonnement artistique, une renaissance, et on va voir se développer en France, avant même la guerre 14-18, le mouvement des arts déco, et puis en Allemagne, il y a un mouvement important qui s'appelle Bauhaus. Et puis en Bretagne, il y a aussi l'équivalent, un mouvement important qui s'appelle les 16 breurs, les 7 frères, et qui constitue un mouvement de renaissance fondé sur les arts décoratifs en particulier, et également sur toutes les autres formes d'art, peinture, gravure, etc. Alors sans plus attendre, je vous propose d'aller sur place découvrir dans un monument toute la puissance du mouvement 16 breurs. Première étape à travers la Bretagne, nous voici ici devant la chapelle Saint-Joseph à Lannion. Jean-Jacques, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette chapelle? Bon, c'est une chapelle qui a été construite dans les années 1930 et elle a été construite à l'initiative de l'architecte James Bouillet, qui était un grand architecte de la région et qui faisait partie d'un mouvement culturel et artistique qui s'appelait les 16 breurs, les 7 frères. Quelle était l'idée de ce mouvement? Ce mouvement qui s'est créé en 1923 voulait montrer que la Bretagne n'était pas arriérée, qu'elle avait des traditions, mais qu'elle savait aussi évoluer et faire de l'art tout à fait moderne, voire contemporain. Le mouvement des 16 breurs qui a essaimé dans bien d'autres domaines, on le verra tout à l'heure, Jean-Jacques, mais qui est-ce qui est à l'origine de ce mouvement? Donc ce mouvement a été fondé par une femme qui s'appelle Jeanne Malivelle en 1923, qui est un graveur, une femme graveur, et écrivain, et également dessinatrice et peintre, et qui est de Loudéac, et qui, avec René-Yves Creston et d'autres artistes, fonde une association pour promouvoir un art breton moderne, tourné vers l'avenir et en même temps profondément enraciné. C'était pour réagir contre les clichés qui montraient une Bretagne arriérée, un peu de type Bécassine, et une Bretagne donc en retard sur son temps. La question qu'on peut se poser, Jean-Jacques, c'est pourquoi un bâtiment si moderne enchâssé dans une église plus ancienne, dans un bâtiment plus ancien ici à Lannion? Bon, il y avait ici une école des frères au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle. Et en 1905, il y a eu les lois laïques et les prêtres qui enseignaient au petit séminaire de Tréguier ont été chassés de ce petit séminaire et sont venus s'installer ici à Lannion. Et l'institution Saint-Joseph, dans laquelle on se trouve, a connu un grand développement. Et pour ce développement, donc, elle avait besoin de place et l'église ancienne, la chapelle ancienne, n'était pas suffisante.
Et on a décidé de faire un ensemble complètement nouveau en le confiant donc à James Bouillet et à beaucoup d'autres membres des 16 Breurs et également à beaucoup d'artisans ou de décorateurs locaux. Déjà Jean-Jacques, lorsqu'on observe le fronton, on voit déjà le style 16 Breurs. Hein. Oui, donc on a un assemblage qui mêle l'ancien et le moderne, un travail avec des moellons à l'ancienne, la pierre du pays, et puis des matériaux modernes, notamment autour du vitrail, c'est-à-dire du béton, et puis même du ciment. Et cet assemblage-là est un peu la marque des 16 Breurs. Alors on voit au milieu une croix, un Christ en croix, extrêmement impressionnant, sur une croix celtique d'ailleurs, et puis des barres de béton qui vont vers la périphérie et qui marquent aussi le style 16 Breurs. C'est la pointe du progrès technique et en même temps c'est une insertion dans la tradition. En bas, on a une porte avec des pavés de verre et on verra comment, à l'intérieur, ça donne une grande clarté et une couleur très vive. Alors, juste avant d'aller plus loin, Jean-Jacques, il y a d'autres endroits comme cela où les 16 Breurs ont posé leur empreinte, si je puis dire, sur des bâtiments. Oui, ils ont laissé une marque un peu dans toute la Bretagne. Pour les seules églises ou chapelles, on en trouve à Glomel, à Scrignac, à Logivy-de-la-Mer, à l'Armor-Pleubian. Il y a aussi beaucoup de villas qui ont été bâti sur les plans des 16 Breurs. Bon, on va peut-être déjà aussi situer la chapelle dans son contexte global ici. Oui, donc la chapelle s'intègre dans le cadre qu'il y avait avant. Et sur la gauche, ici, on a le bâtiment administratif avec des pierres vertes horizontales, les pierres de l'Agnon. Et puis sur la droite, de l'autre côté, donc, le mur de l'ancienne chapelle du XVIIe siècle. On a conservé ce mur très intelligemment d'ailleurs et on l'a intégré dans le restaurant scolaire. Et on voit d'ailleurs en bas la pierre de fondation de cette ancienne chapelle. C'est vrai que l'extérieur est remarquable. Enfin, à l'intérieur, la visite va être édifiante parce qu'on va voir vraiment cet art des 16 Breurs à son apogée. Oui, surtout les formes et les couleurs, donc allons-y. Et alors, comme tout spectateur entrant dans une telle architecture, on lève la tête au ciel. Nous sommes ici dans le vaisseau, au cœur de la nef, et au-dessus de nos têtes, alors cette voûte absolument remarquable, Jean-Jacques. Oui, on est finalement dans une des églises les plus étonnantes de Bretagne, étonnante par la forme des voûtes et l'élévation. Regardez donc l'harmonie de cette forme ovale, et puis à côté de ça, les couleurs extrêmement douces et jeunes, le violet, le jaune, le beige, et toutes ces couleurs donc, sont destinées à des enfants, à des adolescents, aux garçons qui étaient pensionnaires dans cet établissement dans les années 30 et jusqu'à nos jours finalement. C'est vrai que c'est un code couleur qui est peu usité dans les églises habituelles, donc ça détonne déjà par le modernisme. Oui, un modernisme donc dans les couleurs, dans les formes, dans les vitraux également. Et on va voir que ces vitraux, au lieu d'avoir du métal comme séparation entre les différentes parties, ont du béton. De même que la voûte qu'on a vue tout de suite est en béton. Donc c'est l'usage du béton armé dans la construction d'une église qui est déjà très en avance. Les 16 Breurs ont innové dans tous les domaines. Ce qui frappe aussi, c'est la douceur des angles ici dans ce bâti. Oui, donc il y a une prépondérance de courbes et ce qui fait que le lieu est un lieu agréable, n'est pas un lieu austère du tout et c'est un lieu qui peut donc beaucoup plus être accepté par les jeunes qui trouvaient que les églises étaient sombres et manquaient de couleur. Là, c'est tout à fait le contraire et ça montre l'extrême liberté des 16 Breurs par rapport au code courant qui existait jusque-là pour réaliser les constructions d'églises ou de chapelles. Et le concept est encore plus abouti lorsque l'on observe le chemin de croix, Jean-Jacques. Oui, donc la décoration intérieure de l'église a été très largement confiée à un grand peintre qui s'appelle Xavier de Langlais. Et on va voir la création absolument étonnante de ce chemin de croix
qui est une sorte de fresque en continu. Et cette fresque donc, est sur de la toile marouflée. Et les différentes scènes donc, de la Passion sont représentées un peu comme sur une BD, de façon très moderne et de très expressionniste. On était déjà à l'époque de l'expressionnisme. Il faudra voir chaque visage qui exprime un sentiment extrêmement fort, l'amour, la haine, la douleur. Et ce chemin de croix, donc, lui aussi très coloré, était destiné aux jeunes, pour que les jeunes aussi franchissent le pas vers le religieux par une forme relativement moderne. Alors, comme toute peinture murale, Jean-Jacques, et a fortiori dans un cadre religieux, celle-ci a des codes. Est-ce qu'on peut justement décoder cette peinture? Oui, donc c'est encore une peinture murale de Xavier de Langlais, destinée directement au public de jeunes garçons, d'où les scouts que l'on voit en bas, avec la promesse des scouts, et puis au-dessus donc la Sainte Famille, et entre les deux des angelots. Et l'ensemble donc donne une impression de douceur et de sérénité, pas du tout l'aspect dur et un peu implacable que pouvait avoir un internat de garçons dans les années 20 ou 30. C'est un peu la réunion de l'intemporel et du séculier, si je puis dire. Oui, donc le XXe siècle avec la promesse des l'hermine bretonne, etc. Et puis en haut, donc la permanence de la Sainte Famille et puis de l'ordre divin. Alors on le voit, Jean-Jacques, le concept a même été abouti jusque dans le mobilier. Effectivement, donc on a une chapelle qui est complètement construite ex nihilo. Tout ce qui est dedans a été spécialement pensé pour cette chapelle-là. Et d'abord, les chaires à prêcher, que vous voyez là, il y en a deux. Elles sont en granit rose de Ploumonac. Elles ont été travaillées donc, par des artisans du Trégor. Et puis à côté, on a les stalles où s'asseyaient les enseignants, qui étaient tous des prêtres à l'époque, du collège Saint-Joseph avant la guerre 40. Et puis on a également de la ferronnerie devant nous, là, qui a été spécialement faite pour cette chapelle. Les dallages également, noir et blanc ici, et dans l'église, donc les couleurs du dallage, notamment le mauve, le vert, le jaune, qui rappellent les couleurs de la nef et de la voûte. Donc on a un ensemble totalement original avec des artisans, des corps de métier qui ont travaillé au sein de l'atelier breton d'art chrétien qui était réuni autour de l'architecte James Bouillet. Et l'une des vues que l'on a, Jean-Jacques, lorsque l'on regarde à partir du chœur, c'est ce magnifique arbre de vie. Oui, donc on voit la forme d'abord d'arbre et puis surtout la lumière jaune qui est fournie par les vitraux et également par les pavés de verre dans la porte, dans la partie centrale de la porte. Et puis entre les deux, vous avez une masse marron qui est l'orgue, et c'est un orgue électrique, ou tout au moins à transmission électrique, qui avait été fabriqué spécialement à Nantes dans les années 30 pour cette chapelle Saint-Joseph. Les teintes sont absolument étonnantes, le jaune clair, le rouge, et ça donne une lumière qu'on ne rencontre dans pratiquement aucune autre chapelle. On s'aperçoit aussi de la récurrence du triangle, Jean-Jacques. Oui, donc le triangle, c'était le triangle d'or que recherchaient plusieurs architectes, dont Bello qui conseillait James Bouillet. Et ce triangle donne les proportions pour l'ensemble de l'église. C'était le triangle d'or, c'est-à-dire qu'il devait donner une harmonie beaucoup plus grande à toutes les proportions.
magnifique balade. Alors nous voici ici dans la médiathèque. Jean-Jacques, l'art des Cesbreurs ne s'est pas diffusé que dans le religieux. Non, les Cesbreurs ont touché à tous les domaines, notamment à l'ébénisterie, l'ameublement, la décoration et également l'affiche. Dans le domaine de l'architecture, ils ont fait beaucoup d'architecture civile, notamment des villas du bord de mer, des villas dont le style s'est poursuivi jusque dans les années 1970. On peut dire que les Cesbreurs ont finalement enfanté l'architecture balnéaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Qu'est-ce qui reste des Cesbreurs, Jean-Jacques, actuellement? Il en reste donc dans nos paysages beaucoup d'éléments, dans l'ameublement beaucoup d'éléments aussi qui sont conservés dans les familles, dans les musées. Il y a des expositions. Et puis les Cesbreurs, donc aussi sur le marché de l'art, sont actuellement et à nouveau très très haut placés, très convoités. Et donc dans les marchés publics de l'art, les produits des Cesbreurs, les créations se vendent énormément. Il existe encore des endroits ou des galeries dans lesquelles on peut découvrir du mobilier, de l'affiche ou autre? Ah oui, tout à fait. Et beaucoup de familles possèdent aussi ces biens des Cesbreurs et les mettent périodiquement en vente, ce qui fait que les Cesbreurs sont très présents dans la société artistique d'aujourd'hui. Alors on ne se rend pas compte, mais bon, il y a eu vraiment une kyrielle de membres des Cesbreurs, ce qui veut dire qu'il y a eu aussi une production intensive d'œuvres de toutes sortes, quoi. Oui, c'était avant tout un regroupement d'artisans et d'artistes qui voulaient s'entraider et travailler ensemble, parce que l'un ne pouvait pas réussir sans l'autre. Et c'est un travail d'équipe, hein, comme il y a eu à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Et ce travail d'équipe a culminé en 1937 à l'exposition universelle de Paris, avec un énorme pavillon breton, qui a obtenu d'ailleurs le grand prix de l'exposition. Merci Jean-Jacques. Alors je propose que l'on se retrouve très prochainement pour découvrir un nouveau lieu, une nouvelle histoire de Bretagne, en compagnie de Jean-Jacques Monnier. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Kenavo! Kenavo!